Salam alaikum azulfilaoun, bonjour. Aujourd'hui, pas de grandes envolées lyriques, pas d'effets de manche. Je vais plutôt vous raconter une histoire toute simple mais vraie. Et je peux d'autant plus vous l'affirmer que c'est moi-même qui l'ai vécue. Une histoire qui est devenue pour moi une des leçons de vie que les hommes m'ont données. J'étais alors, un petit enfant. Nous vivions à Batna. Mon père était facteur. Mais il était d'une sévérité d'acier, y compris pour lui-même d'ailleurs. Il ne souriait presque jamais. Le seul luxe qu'il se permettait était de toujours être tiré à quatre épingles. Mais il avait de l'éducation et des principes de vie une conception très rigide, très conservatrice. Il nous aimait plus que tout, plus que lui-même. Mais il était tellement obnubilé par notre réussite scolaire qu'il ne nous permettait même pas d'aller jouer librement avec nos petits voisins. Mais il devait savoir, sans jamais nous l'avoir avoué, qu'il nous fallait quand même respirer de temps en temps, pour ne pas exploser, pour ne pas mal tourner. Alors, quand venaient les vacances d'été, il nous envoyait, mes deux petits frères et moi, passer nos vacances chez notre grand-mère à Kaïs, un charmant petit village près de Khenchla, le village où je suis né. C'était, pour nous, aller à Kaïs, c'était comme aller au paradis. Nous ne tenions plus en place, nous vivions ce départ vers notre cher village comme une libération. Quand nous arrivions à Kaïs, nous trouvions ma grand-mère et ma jeune tante paternelle à nous attendre et commençaient alors pour nous les jours de liberté et d'allégresse. J'étais tellement heureux que je me levais toujours très tôt pour aller tutoyer les chardonnerets. Je sortais retrouver mes petits camarades et chaque jour était une aventure, une expédition. Nous allions piller les nids des oiseaux, chercher les baies sauvages, succulentes et aigres. Nous allions nager dans des gueltas boueuses ou dans les eaux claires du barrage. J'adorais marcher pieds nus, la chemise ouverte, presque en guenilles. Je me vengeais ainsi de la sévérité de mon père. Je devenais un homme libre. Parmi les expéditions que je menais chaque jour, celle que je préférais était quand nous allions voler des fruits dans les jardins. Il y avait dans une partie du village, qui s'appelait d'ailleurs Jnanet, il n'y avait que des potagers et des vergers où poussaient des fruits et des légumes délicieux. Mais moi, petit citadin, un peu tordu dans sa tête, de tous les fruits lourds et savoureux qui se balançaient dans leurs branches, je préférais ceux qui n'étaient pas encore mûrs, surtout les abricots, encore verts, acidulés à vous donner des grimaces. Et donc, un jour, nous nous sommes introduits en pleine sieste, un petit camarade et moi, dans un verger. Nous sommes montés chacun dans un abricotier. Lui, enfant du cru, avait grimpé lestement dans l'arbre. Il ne fit pas tomber une seule feuille. Il cueillit 2 abricots seulement et descendit en douceur. Ce ne fut pas mon cas. Sous mes pieds, les branches cassées, des feuilles tombées, ainsi que des dizaines de fruits. Ce fut un saccage. J'ouvris ma chemise et me mis à l'emplir de plus de fruits que je pouvais. Soudain, le propriétaire surgit. Il attrapa mon petit camarade par le collet, puis me demanda de descendre et m'attrapa aussi. Ensuite, il donna une gifle retentissante à mon ami et le chassa sans plus de façon. Mais moi, il me fit entrer dans une petite cabane à outils. Il me ligota, puis fit semblant d'aiguiser un couteau. Moi, je me débattais, je pleurais, je hurlais. Il me demanda de me calmer. Il allait faire sa sieste, m'a-t-il dit, avant de revenir m'égorger. Il ne voulait pas que je le dérange avec mes cris. Sinon, il m'égorgerait tout de suite, m'a-t-il dit. Donc, je me suis tué. Plus tard, je viendrai t'égorger, m'a-t-il dit, en roulant des yeux de façon terrible. J'étais mort de peur. Environ 2 heures plus tard, il revint, en effet, et me détacha. Je pleurais, je criais. Il me tapota la tête et me rassura du mieux qu'il put. Je ne vais pas t'égorger, calme-toi. J'ai voulu te faire peur pour que tu ne refasses pas ce que tu as fait.
Sais-tu pourquoi j'ai relâché ton ami et que toi je t'ai ligoté et gardé, me demanda-t-il. Alors moi, rassuré et très en colère, et quand j'avais compris qu'il n'allait plus me faire de mal, je lui répondis que c'était parce que mon ami était un enfant de son village et que moi j'étais un étranger pour lui. Non, me répondit-il, viens avec moi au jardin, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai puni. Nous y allâmes. Regarde, commença-t-il d'abord, tu t'es introduit dans la propriété d'autrui et tu as volé ce qui ne t'appartient pas. Tu aurais pu demander, on t'aurait peut-être donné, mais tu as préféré voler. Mais là n'est pas le pire, m'a-t-il dit. Regarde l'arbre où est monté ton ami. Il n'a pas fait tomber une seule feuille, ni cassé une seule branche. Et il n'a pris que 2 abricots. Parce que de toute façon, il ne peut pas en manger plus. Ils sont trop acidulés. Regarde maintenant l'arbre où tu es monté. C'est un massacre. Tu as cassé plusieurs branches. Tu as fait du mal à l'arbre. Tu lui as fait mal. Et il sera en colère contre nous. L'année prochaine, il ne donnera pas de fruits. Et puis regarde la quantité des fruits que tu as pris. Regarde. Il y en a pour plus de 2 kilos. Tu crois que tu pourrais manger tout ça? Tu ne le pourrais pas même si je t'y forçais. Tu as les yeux plus grands que le ventre. Tu es nuisible. Ces fruits verts, finalement, tu allais finir par les jeter. Alors, tu as empêché des fruits d'arriver à leur maturité, tu as privé des gens de profiter des bienfaits de Dieu, et tu as saccagé le fruit de mon travail, cet arbre qui me fait vivre. Tu as compris maintenant? J'ai baissé la tête et je n'ai rien répondu. Mais ce fut la première fois de ma vie qu'une leçon me pénétra aussi intensément. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais gaspillé. Je n'ai plus jamais voulu que ce qui me suffisait. Et de tous les êtres nuisibles, j'exècre particulièrement ceux qui, comme moi, quand j'ai fait du mal à cet abricotier, saccagent et dévastent plus qu'ils ne volent. Ces gens qui, aujourd'hui en Algérie, ont irrémédiablement compromis l'avenir du pays, qui ont vidé l'arbre de vie de sa substance vive, qui pour voler 1 milliard détruisent 100 milliards, qui pour s'acheter une villa en Espagne nous construisent une autoroute gruyère, qui pour s'acheter des biens à New York bradent notre avenir à des groupes pétroliers, qui pour construire des fortunes pour leur engeance à Paris et ailleurs ruinent l'avenir des générations montantes. Le régime qui pille et tue l'avenir de la nation est beaucoup plus mortifère qu'on pense, parce qu'il ne fait pas que voler, il est mortifère et éminemment toxique parce qu'il a inséminé ses vices et ses contre-valeurs au cœur de la société. Il a élargi le cercle de la corruption jusqu'à ce que celle-ci se répande à toutes les couches de la société. Il a banalisé la corruption jusqu'à en faire une valeur, jusqu'à la transformer en kfaza, jusqu'à normaliser dans l'esprit des gens qui poussent désormais la schizophrénie jusqu'à s'offrir des pèlerinages à la Mecque avec de l'argent sale. Aujourd'hui, Al-Watan, Sonatrach, Saipem et Chakib Khalil, confirmation d'un vaste plan de corruption par Nassera Ben Ali. Chorouk, Chakib Khalil échappe à la justice italienne par Hassan Houisha. Réflexion, affaire Saipem, la justice italienne innocente Chakib Khalil. Avec nous aujourd'hui, Karim Tabou, secrétaire général de l'Union démocratique et sociale, que j'ai grand plaisir à accueillir. Merci, M. Karim Tabou, d'être avec nous. Merci, c'est Jamal également pour ta brillante présentation du débat. Merci, merci. Je voulais surtout, si Karim, je voulais en arriver au fait que le grand problème chez nous, c'est pas seulement ce qu'ils sont en train de voler et de piller, c'est aussi ce qu'ils sont en train de dévaster, en partie à cause de leur incompétence, parce qu'ils ne savent rien faire, et par ailleurs, parce que pour eux, ça leur paraît tout à fait naturel que pour pouvoir voler, ils mettent en scène le scénario qui leur permettra de voler. Par exemple, construire une autoroute. Par exemple, créer des concessionnaires automobiles. Par exemple, construire un hôpital. Ça veut dire, tout ça, c'est pour pouvoir voler. Mais le gros
du mal qu'ils font, ce n'est pas seulement voler, c'est ce qu'ils dévastent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, il y a une belle expression de chez nous. Vous savez, à l'expression qu'on utilisait auparavant, qu'on appelait le blanchiment de l'argent sale, il y a un additif qui est algérien qui dit non seulement ceux qui dirigent les affaires du pays ont blanchi l'argent sale, mais plus encore, ils ont même sali l'argent propre. Quand on voit les entreprises publiques, les caisses d'assurance des travailleurs, etc., des mutuelles de travailleurs, qui ont été obligés de déposer leur argent dans la banque Khalifa, et par la suite, donc, nous avons bien vu que non seulement c'était un instrument entre parenthèses légal par lequel on se pratiquait à grande échelle le blanchiment de l'argent sale, mais également c'était un instrument par lequel on a sali même l'argent propre de la sueur des travailleurs algériens qui déposaient donc leur argent dans cette banque. Il est clair que si on fait une virée dans l'histoire, on va nous apercevoir que la corruption a été un des fondements de ce qui a fait office depuis l'indépendance à ce jour de l'État algérien. Vous savez, quand on voit les expériences du passé, parce que l'économie nationale n'a jamais été un domaine indépendant, autonome, géré par des compétences, géré selon des normes, ni du marché, ni de l'économie au sens simple du terme. Bien au contraire, l'économie du pays, la gestion économique a toujours été liée à la gestion politique. Si nous remarquons, nous regardons ces dernières années, tous les plans de développement, toutes les dépenses qui sont décidées par l'État ces dernières années, ils sont liés d'une manière directe à la gestion des mandats politiques. Donc, et vous savez très bien que la corruption également a dépassé le cadre économique puisque elle se pratique dans toutes les sphères, y compris dans la sphère politique, puisque la corruption également a empoisonné les espaces publics, notamment l'espace politique. Et on a bien vu les institutions qui étaient censées prendre en charge les problèmes des Algériens, trouver des solutions, élaborer des études, projeter le pays dans le futur, bien sûr réfléchir aux générations futures. Malheureusement, par des pratiques de corruption, par des pratiques de mauvaise représentation, plutôt de fausses représentations politiques et sociales, on a abouti à quoi? On a abouti à la mise en place d'institutions dont la seule fonction était la distribution de la rente, donc la pratique de la corruption. Tous ces éléments-là ont fait que l'État algérien est caractérisé par ces pratiques qui sont bien sûr devenues des pratiques qui se développent, qui se propagent. C'est comme un cancer qui est au stade de métastase mafieuse. On peut même qualifier ce qui se passe dans le pays de véritables métastases mafieuses. Karim Tabou, est-ce que ce régime, bien avant qu'il n'engrange ces centaines de milliards de dollars, c'est-à-dire depuis toujours, est-ce que ce régime n'a pas délibérément mis en place des systèmes pour inciter les gens à la corruption? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le jour où il a décidé qu'il suffit de ramener 2 témoins pour témoigner que vous avez été ancien moujahid et vous devenez ancien moujahid. Et ça se faisait au vu au-dessus de tout le monde. Et c'est devenu une pratique quasi généralisée pour ouvrir droit à de meilleures pensions, à un logement, à des kiosques, etc. Alors, aussi, quand à un moment où la situation était assez critique, les gens n'avaient pas autant d'argent qu'aujourd'hui, le régime payait exprès les fonctionnaires très mal, les fonctionnaires, les magistrats, etc., comme un peu pour les inciter à se faire corrompre. Au moment, il les payait très mal, au moment où il ne leur demandait jamais de compte,
puisque les mêmes fonctionnaires qui étaient très mal payés construisaient, par exemple, des villas qui coûtaient à peu près 10 000 fois leur salaire. Et est-ce que ce régime n'a pas fait exprès? Est-ce que ce n'était pas une action délibérée de corrompre, de distiller la mauvaise conscience à toutes les couches de la société? Oui, mais c'est clair, vous avez raison. Je disais tout au début que la corruption a été un des fondements de l'État algérien, à côté des autres fondements comme les pratiques du régionalisme, comme les pratiques de la violence, comme les pratiques de la gestion du pays par une mentalité rentière, une mentalité de corruption qui, effectivement, à un moment, ont constaté ces pratiques très présentes dans la sphère sociale, dans la sphère politique, notamment par l'octroi d'avantages particuliers à une catégorie de citoyens d'un côté, mais de l'autre côté, effectivement, et vous avez bien raison de le souligner, la précarisation de franges entières de la société, notamment ceux qui s'occupaient donc de la gestion des affaires publiques, entre autres les magistrats, les enseignants à l'université, les médecins, etc. Ce chantage social, ce chantage financier, ce chantage politique sur fond de gestion opaque du pays a fait que la société a été tout simplement détournée et dans beaucoup de cas a été fragilisée. Bien sûr, quand on brise les espoirs d'une société, d'une classe qui aurait pu constituer cette classe d'intellectuels, d'élite moyenne, de gens qui vont trouver de l'intérêt à s'occuper des affaires du pays, en démolissant cette classe-là, cette catégorie de la population, en la rendant fragile dans des conditions sociales et économiques précaires, à côté il y a également naissance d'une classe nouvelle. C'est la classe qu'on appelle comme ça assez souvent la classe bourgeoise, mais en fait il n'a rien de bourgeois, parce que d'abord la bourgeoisie est une culture, mais plutôt c'est une classe de propriétaires, de gens qui ont l'accès facile, par leur proximité avec l'administration, par leur proximité avec les décideurs du pays, par leur proximité avec les responsables. J'allais dire la proximité parfois elle est d'ordre biologique. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau d'une wilaya ou au niveau national. Donc l'apparition de cette classe a donné comme une allure de gestion basée sur la corruption. Et je cite à titre d'exemple, il y avait par le passé une loi sur laquelle se basaient les marchés publics et on sait très bien qu'avant 99, à l'échelle d'une commune, je cite cet exemple pour donner un peu l'exemple sur l'étendue des pratiques de corruption qui sont venues après donc l'amendement de cette loi, le changement de cette loi. Avant, dans une mairie, lorsque vous avez un projet, vous êtes obligé de passer un avis d'appel d'offres, vous êtes obligé d'organiser la concurrence des différentes entreprises, même s'il y a toujours des pratiques frauduleuses par-ci par-là, mais en tout cas il y avait un cadre général qui donnait un peu de possibilité de regard, de contrôle sur ça. Et que le prix maximum, c'est-à-dire arrêté, qui pouvait donner la chance ou la possibilité aux responsables locaux de passer le marché sans se soumettre aux règles de la concurrence et du contrôle, c'était ce qu'on appelle les marchés de gré à gré. Ils sont limités tout simplement à 400 millions de centimes. Oui. Depuis 1999, ce chiffre de 400 millions de centimes a été multiplié par 2, parfois par 3, et maintenant pratiquement c'est totalement ouvert. C'est-à-dire qu'au niveau d'une mairie, maintenant le président d'une mairie ou le responsable à l'échelle de la wilaya et même à l'échelle des ministères peut passer des marchés de milliards sans se soumettre à la règle de la concurrence, donc à l'avis d'appel d'offres et à la concurrence d'entreprise. Tout cela a fait naître une catégorie de personnes qui viennent et donc qui s'organisent autour des institutions qui sont devenues les lieux de la distribution de la rente, et bien sûr en échange,
ces éléments, cette nouvelle classe, entre parenthèses, de propriétaires et de gens qui ont l'accès facile à la rente, trouve le moyen de reverser cet argent dans les campagnes électorales, dans les pratiques politiques, dans les affaires de l'État, et il y a donc un cercle qui se crée, un système qui se crée de gens qui votent des lois pour avoir le droit d'utiliser cet argent, et quand ils utilisent cet argent, ils l'utilisent sous couvert de projet, et quand ils ont le projet, ils ont l'évaluation du projet, quand ils ont l'évaluation du projet, ils reçoivent l'argent, et ils arrivent même à corrompre ce qu'on appelle les services techniques, les bureaux d'études, etc. Parfois même, ils sont eux-mêmes les responsables de la mairie, ils ont à côté quelqu'un de la famille qui a un bureau d'études, et ils ont à côté des beaux-parents qui ont deux entreprises qui font un semblant de concurrence, et le tout, c'est qu'il y a un cercle qui fait circuler des quantités énormes d'argent et qui sont en finalité reversées dans les caisses de ces personnes, de ces milieux. Et maintenant, Karim Tabou, nous allons avoir des lois qui leur permettront de transférer leur argent dinars en devise vers leur compte à l'étranger. Mais sinon, je voulais vous poser une question un peu. Vous savez, dans tous les États de droit, un tant soit peu, le système fiscal, c'est un principe, hein, c'est quasiment un principe fiscal, mais c'est aussi un principe moral. Le système fiscal de ces pays se réserve le droit de demander à n'importe quel citoyen de justifier la provenance des biens dont il dispose ouvertement. Ça veut dire quelqu'un qui a une belle maison, le fisc se présente à lui, lui dit « Min ayna laka hada » d'où proviennent les sources de ce bien. Quels sont vos revenus? Vous avez gagné au loto? Est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce que c'est un héritage? Il faut nous justifier. Et quand vous aurez justifié, il faut payer l'impôt qui... Or, chez nous, et c'est là où à chaque fois je rigole quand on parle de blanchiment d'argent, personne n'est tenu de justifier la provenance de ces biens. Par exemple, un exemple très simple, la plupart des fonctionnaires, des magistrats, des douaniers, des inspecteurs des impôts, de tous les gens qui ont un accès à la corruption, tous ces gens ne s'en cachent pas. Ils construisent de très très belles villas qui coûtent à peu près au moins 1000 fois leur salaire. Ils roulent carrosse. Leurs femmes disposent de véritables bijouteries. Ce sont des bijouteries ambulantes. Et jamais personne ne leur demande de justifier la provenance de ces biens. Est-ce que là aussi, ce régime ne fait pas exprès d'encourager la corruption, de ne pas demander des comptes aux corrompus pour élargir le cercle de la mauvaise conscience? Mais c'est clair, c'est que, j'allais dire, les Algériens n'ont pas les institutions, les instruments, qui soient les instruments politiques ou les instruments institutionnels qui leur donneront les moyens de contrôler la gestion des finances du pays. Et plusieurs fois, aujourd'hui, quand on engage les débats au niveau de l'Assemblée nationale, je vois très bien qu'en termes de mécanismes institutionnels, il n'existe pas de procédure, de possibilité pour les institutions d'exercer un quelconque contrôle sur la gestion des finances du pays. Autant sur les rentrées en pétrole, puisque essentiellement notre économie est basée sur ça, nous ne pouvons pas aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune institution dans le pays, aucun expert, aucun organisme dans le pays n'est capable de donner des précisions sur la production du pays, la destination de ces ventes, les rentrées d'argent, tout ça est frappé d'un flou absolu, d'une opacité absolue. Donc, déjà, les rentrées d'argent, il n'y a aucun moyen de contrôler ces rentrées. Bien sûr, dans le système fiscal financier national, il y a un nombre infini de lieux de dépôt de cet argent, ce qu'on appelle les caisses noires, les caisses de soutien
à telle catégorie, les caisses de soutien à telle autre catégorie, mais sans savoir ni le moyen d'approvisionnement de ces caisses, ni les moyens d'utilisation, ni j'allais dire, la procédure normale en comptabilité, qui est comptable, qui est ordonnateur et qui est exécutant, qui doit contrôler, qui. Tout ça n'existe pas. Bien au contraire, et comme vous avez raison de le souligner, de le signaler, parce que c'est une pratique très courante, c'est que assez souvent, que ce soit au niveau local, dans les pratiques locales de la gestion de la municipalité, d'une mairie ou d'une daïra ou d'une wilaya, assez souvent les responsables laissent faire ce qu'on appelle dans le langage de chez nous, quelques bricoles. Ils laissent les responsables faire quelques bricoles. Et le plus important étant de les prendre au piège de ces bricoles pour les fragiliser, pour les transformer en instruments, pour leur faire faire par la suite tout ce que les responsables décident. Par exemple, au niveau d'une mairie ou d'une institution quelconque, on laisse même les représentants, parfois les représentants de la population qui sont élus dans des élections, on laisse ces gens-là pratiquer quelques irrégularités pour s'engranger quelques petites bricoles, mais à la fin, on leur fait savoir qu'ils sont attrapés, qu'ils sont vus, que l'État est au courant, et donc on les fragilise, on les maintient dans des positions, dans des situations de chantage. Et une fois vous avez des élus à tous les niveaux, avec tout le respect que j'ai pour les élus honnêtes, ils existent au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des API, au niveau des APC, mais malheureusement la majorité étant versée dans ces pratiques-là. Et quand vous avez un système qui fonctionne comme ça, donc vous avez une catégorie importante qui est censée défendre les intérêts de la population, veiller sur le bon fonctionnement du pays, contrôler la bonne gestion des ressources du pays, qui deviennent fragiles, donc la proie, et plus encore objet de chantage multiple de leurs responsables à tous les niveaux. Et donc, une fois ces pratiques sont passées, il y a qui se créent entre les uns et les autres, et les finances du pays deviennent également l'otage de ces réseaux, et toute la finance du pays se passe dans des réseaux parallèles, et les institutions finalement deviennent que des institutions formelles comme ça, mais qui n'ont pas donc les moyens de contrôler. Ces pratiques-là, ils existent autant dans les institutions locales que dans la justice, et quotidiennement en lisant la presse, on voit très bien justement, à propos de la presse, qui éclate chaque jour dans tous les domaines. À propos de la presse, Karim Tabou, mais je vais vous demander vraiment de nous le dire en moins d'une minute, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, et le rôle de la presse dans tout ça. En moins d'une minute, s'il vous plaît. Vous savez, il y a de talentueux journalistes qui tentent de faire des choses, mais vous savez, la presse également est un milieu qui subit ce type de chantage. Les journalistes ont vécu des souffrances, des conditions très difficiles qui ont coûté la vie à beaucoup d'entre eux, mais plus encore les chantages d'ordre s'exercent également sur des individus, mais sur les titres, vous connaissez mieux que moi les chantages qui sont faits sur donc la publicité, les financements et parfois l'étranglement de la presse, et tout ça crée également des limites, crée des systèmes d'autocensure, et les gens n'osent pas aller au-delà des limites qu'on leur fixe. Karim Tabou, je vous remercie infiniment en espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, puisque nous parlions de presse, je rappelle que notre confrère Abdelhi Abdelsami, qui était à la radio de TBSA, qui a été mis en prison sur ordre du frère du président, se trouve toujours en prison, son véritable chef d'inculpation, depuis 16 mois. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.